Mon nouveau voisin m'a abordé avec un sourire. Votre enfant me fait toujours signe depuis la fenêtre, tellement mignon. Je n'ai pas d'enfant. Ah, mais je les vois toujours dans la chambre du deuxième étage à gauche. J'étais sans voix. Quand j'ai installé une caméra de sécurité, ce qui est apparu à l'écran était. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Emily Harrison poussa un profond soupir en contemplant la montagne de carton. La nouvelle maison, située dans un quartier résidentiel tranquille de l'Ohio, était incomparablement plus grande que leur ancien appartement de Chicago, avec ses pièces lumineuses inondées de soleil. Pourtant, à l'opposé de cette clarté, de lourds nuages pesaient sur le cœur d'Emily. « J'espère que cela nous offrira un nouveau départ », dit Michael en entrant avec une lourde boîte, tout en souriant tendrement à sa femme. Malgré son travail exigeant dans une entreprise informatique, Michael était un mari attentionné qui veillait toujours sur Emily. C'est lui qui avait suggéré ce déménagement, dans l'espoir de la soulager du stress causé par leur long traitement pour la fertilité. « Oui, j'en suis sûre », répondit Emily avec un sourire forcé. Elle était épuisée, tant physiquement que mentalement, par 5 années de traitement. Les visites mensuelles chez le médecin, les effets secondaires des médicaments et les espoirs déçus maintes et maintes fois. Leur vie à Chicago était devenue un lieu où seuls les souvenirs douloureux s'accumulaient. « Nous avons eu cette maison bien en dessous du prix du marché, n'est-ce pas ?» demanda Emily à Michael pour confirmation, tout en ouvrant un carton. « Oui, l'ancien propriétaire était pressé de vendre. L'agent immobilier n'a pas voulu nous donner les détails, mais grâce à ça, elle est devenue abordable pour nous, » répondit Michael en haussant les épaules. Alors qu'Emily commençait à déballer les cartons de la cuisine, elle remarqua que la porte du réfrigérateur était légèrement entr'ouverte. En regardant à l'intérieur, elle fut surprise de découvrir qu'il contenait déjà de la nourriture, du lait, du pain, des fruits et d'autres provisions. « Michael, il y a de la nourriture dans le réfrigérateur. Ce sont probablement des oublis des anciens propriétaires. Un déménagement peut être assez chaotique, » répondit Michael sans paraître particulièrement inquiet. « Jetons tout ça avant que ça ne périme. » En vérifiant le contenu du réfrigérateur, Emily ressentit un léger malaise face à la fraîcheur des dates de péremption, mais elle se ravisa, pensant que Michael avait probablement raison. Pendant le déménagement, on sonna à la porte. « Bonjour, je suis Dorothy Miller, votre voisine », dit l'élégante femme qui se tenait sur le seuil. Elle avait des cheveux argentés soigneusement coiffés et arborait un sourire chaleureux, un panier en osier rempli de biscuits fait maison à la main. « Enchanté de vous rencontrer. Je suis Emily Harrison. Voici mon mari, Michael. » Emily la salua poliment. « Quel charmant couple. Je suis si heureuse de voir de jeunes gens s'installer dans le quartier. » Les yeux de Dorothy pétillaient de gentillesse. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. Je vis seule, alors j'ai beaucoup de temps. » « Merci beaucoup. C'est très rassurant, » répondit Emily avec une sincère gratitude. L'accueil chaleureux de Dorothy était une bénédiction pour Emily, qui était angoissée à l'idée de vivre dans un nouvel environnement. Dans l'après-midi, Emily commença à nettoyer la pièce située tout au fond à gauche du premier étage. C'était la chambre qu'elle avait choisie pour l'enfant qu'ils espéraient avoir un jour. Une douce lumière du soleil filtrait par la fenêtre orientée au sud, et le papier peint blanc créait une sensation de propreté. En nettoyant la pièce, Emily fut enveloppée d'une étrange sensation. Pour une raison inconnue, elle se sentit nostalgique et réconfortée. Être dans cette pièce lui donnait l'impression que son vœu se réaliserait certainement un jour. « Comment ça se passe dans la future chambre d'enfant ?» lança Michael en montant les escaliers. « C'est très agréable. La lumière est parfaite, et je pense que ce serait une chambre qu'un enfant adorerait, » sourit Emily en se retournant. « Je suis sûr que de bonnes nouvelles arriveront, » dit Michael, en lassant doucement les épaules de sa femme. Dans ce nouvel environnement, tout irait pour le mieux. Ce soir-là, alors qu'ils avaient terminé le plus gros du déballage, le téléphone portable d'Emily sonna. C'était un appel de la clinique de fertilité de Chicago. « Madame Harrison, je vous appelle au sujet de votre rendez-vous du mois prochain. Nous avons compris que vous aviez déménagé, mais allez-vous poursuivre le traitement ?» Emily répondit en contemplant le quartier résidentiel calme qui s'étendait au-delà de la fenêtre. « Oui, je continue. J'ai trouvé une clinique ici avec laquelle collaborer. » Après avoir raccroché, Emily s'assit sur le canapé à côté de Michael, enveloppé par le silence de leur nouvelle maison. Commencer une nouvelle vie dans cette maison et poursuivre le traitement tout en croyant que leur famille s'agrandirait un jour. Tout était un nouveau départ, se promit Emily.
Dehors, la brise nocturne d'automne faisait doucement se balancer les arbres, et la nouvelle maison semblait veiller silencieusement sur leur résolution. Environ une semaine après le début de leur nouvelle vie, Émilie commença à remarquer de petites étrangetés. Au début, elle pensa que ce n'étaient que des choses insignifiantes, de simples erreurs de sa propre mémoire. Le mardi après-midi, en rentrant du supermarché voisin, Émilie constata que près de la moitié du pain qu'elle avait laissé sur le comptoir de la cuisine avait disparu. Le sac, qui contenait un pain entier acheté le matin même pour le petit déjeuner, était sensiblement plus léger. « Michael, as-tu mangé du pain ?» demanda Émilie lorsque son mari sortit de son bureau. « Du pain ? Non, je n'en ai pas mangé. »« Pourquoi ?» répondit Michael en penchant la tête. « J'ai acheté du pain ce matin et il en manque presque la moitié. Mais je n'en ai pas mangé non plus. » Émilie prit un air perplexe. « C'était peut-être un sac plus petit que tu ne le pensais. C'est un nouveau supermarché et la marque est différente aussi, non ?» dit Michael en haussant les épaules, tentant de proposer une explication rationnelle. Émilie pensa que c'était peut-être le cas, mais une petite inquiétude persistante demeura au fond de son esprit alors qu'elle commençait à préparer le dîner. Cependant, le lendemain, ce sentiment de malaise ne la quitta pas. Le jeudi matin, Dorothy vint leur rendre visite avec des cookies aux pépites de chocolat fait maison. Elle portait un gilet rose pâle et son habituel sourire chaleureux. « Bonjour, Émilie. Vous vous êtes couchée bien tard hier soir, » dit Dorothy en lui tendant une boîte de biscuits. « Tard ?» Émilie pencha la tête. « Je me suis couchée vers 22h hier. »« Oh, vraiment ?» Dorothy parut un peu confuse. « J'ai vu la lumière de la cuisine allumée au milieu de la nuit. » Émilie essaya de se souvenir, mais elle était certaine de s'être couchée tôt. Michael s'est peut-être levé au milieu de la nuit pour boire de l'eau. « À propos, votre enfant aime-t-il les sucreries ?» Dorothy changea soudainement de sujet. « Ces biscuits sont très populaires auprès des enfants. » « Un enfant ?» Émilie était perplexe. « Nous n'avons pas d'enfant. » Un air de surprise traversa le visage de Dorothy. « Oh, mon Dieu ! Vraiment ? J'aurais juré que... » Elle commença une phrase puis referma la bouche, l'air déconcerté. « Je dois me tromper. Je suis désolée. » Cet après-midi-là, Émilie vérifiait le contenu du réfrigérateur en préparant sa liste de courses. La brique de jus d'orange qu'elle avait achetée la veille était nettement plus légère. Le contenant d'1 litre pesait moins de la moitié de ce qu'il aurait dû. Encore, fronça les sourcils Émilie. Michael avait dit qu'il avait un déjeuner d'affaires à son entreprise, donc elle avait été seule à la maison et elle n'avait pas bu de jus d'orange. Ce soir-là, quand Michael rentra, Émilie aborda de nouveau le problème de la nourriture. « C'est étrange, Smile. Le pain et le jus ont définitivement diminué. Mais aucun de nous n'a rien mangé ni bu. Peut-être que le stress te joue des tours, » dit Michael en regardant sa femme avec inquiétude. « Un déménagement est plus éprouvant mentalement qu'on ne le pense. Et puis il y a les traitements pour la fertilité dans ce nouvel environnement. » Émilie essaya d'accepter les paroles de son mari, mais le malaise au fond de son cœur ne voulait pas disparaître. Cette nuit-là, avant de se coucher, elle vérifia à nouveau le réfrigérateur et confirma que la quantité de lait qu'elle avait acheté l'après-midi même avait également diminué. Tôt le vendredi matin, Émilie fut réveillée par un petit bruit. En regardant l'horloge, il était 3h30. Michael dormait profondément à côté d'elle. Dans le silence de la maison, elle pouvait entendre ce qui ressemblait à de faibles bruits de pas venant du premier étage. Des pas légers et rapides, comme ceux d'un enfant. Émilie retint son souffle et écouta attentivement. Le bruit provenait de la direction de la pièce tout au fond à gauche du premier étage, la pièce qu'elle avait choisie pour être la future chambre d'enfant. Émilie sortit doucement du lit et alla dans le couloir. En regardant depuis le bas des escaliers menant au premier étage, elle ne vit rien. Le bruit avait également cessé. Elle monta doucement les escaliers et se tint devant la porte de la pièce du fond. Au moment où elle allait saisir la poignée, elle entendit la voix de Michael. « Émilie, qu'est-ce qui ne va pas ? » « J'ai entendu un bruit à l'étage, comme des bruits de pas. » Michael monta les escaliers et ouvrit la porte de la chambre. Quand il alluma la lumière, il n'y avait qu'une pièce vide. Le clair de lune filtrait par la fenêtre, projetant des ombres pâles sur les murs blancs. « C'est une vieille maison, c'est probablement le bruit du bois qui sèche et qui craque, » expliqua Michael après avoir inspecté la pièce. « La structure du bâtiment est complètement différente de notre appartement de Chicago, il est donc normal d'entendre des sons inhabituels. » Émilie hocha la tête à l'explication de son mari, mais elle était certaine que le son avait été celui de pas.
Cependant, elle ne voulait pas inquiéter davantage Michael. Le samedi matin, Emily fit une autre découverte en préparant le petit déjeuner. La brique de lait qui était pleine lorsqu'elle avait vérifié avant de se coucher la veille n'en contenait plus qu'un tiers environ. Cette fois, une grande quantité de lait avait été incontestablement consommée. Michael, à propos du lait, il a encore diminué. Michael afficha une expression légèrement lasse en buvant son café. Emily, peut-être que tu as des symptômes de somnambulisme. Ce pourrait être un symptôme causé par le stress. Emily s'apprêtait à protester mais ne trouva pas les mots. En effet, son stress récent était immense. Le nouvel environnement, la poursuite des traitements de fertilité et ses changements quotidiens inexplicables. Peut-être, comme le disait Michael, faisait-elle quelque chose inconsciemment. Cependant, cet après-midi-là, Emily allait être témoin d'une preuve irréfutable. Sur le sol de la cuisine, il y avait des traces qui ressemblaient à de petites empreintes de pas, de petites marques rondes comme celles d'un enfant en chaussettes, menant du réfrigérateur à la table à manger. Emily fixa ces traces, les mains tremblantes. Ce n'était ni un rêve, ni une hallucination. Quelqu'un se trouvait bel et bien dans cette maison et cette personne y vivait discrètement pendant leur sommeil. Poussée par l'anxiété, Emily regarda par la fenêtre. Elle pouvait voir Dorothy s'occuper de son jardin dans la maison d'en face. Les mots de Dorothy lui revinrent en mémoire. Dorothy savait-elle quelque chose? Ce soir-là, Emily décida de tout raconter à Michael, la nourriture qui disparaissait, les bruits de pas nocturnes et les empreintes dans la cuisine. Michael, initialement sceptique, changea d'expression en entendant parler des empreintes. « Devrions-nous appeler la police ?» dit Michael d'un air grave. « Mais que leur dirions-nous ? » « Que de la nourriture disparaît, répondit Emily avec anxiété. Le couple discuta longuement. Ils décidèrent d'attendre encore un peu avant de prendre une décision. Cependant, à partir de cette nuit-là, Emily n'arrivait plus à s'endormir. Dans la maison silencieuse, elle restait à l'écoute, se demandant quand ses petits pas résonneraient à nouveau. Le lundi matin, Emily arrosait la pelouse dans le jardin. L'air frais de l'automne était agréable, et la tranquillité du quartier apaisait quelque peu ses nerfs tendus. Pour Emily, troublée par la nourriture disparue et les bruits de pas nocturnes de la semaine passée, le jardinage matinal était un précieux moment de répit. À ce moment-là, Dorothy s'approcha de la maison voisine, lui faisant joyeusement signe depuis son jardin, l'air ravi. Elle portait un gilet violet clair et son habituel sourire chaleureux. « Bonjour, Emily. »« Quelle belle matinée !» lança Dorothy par-dessus la clôture. « Bonjour, Dorothy. »« C'est vraiment une magnifique matinée, » répondit Emily en arrêtant d'arroser. « Oh, je dois vous remercier, » dit Dorothy, les yeux pétillants. « Votre enfant me fait signe de la main par la fenêtre tous les matins. C'est si adorable, ça illumine le début de ma journée. » Emily faillit laisser tomber le tuyau d'arrosage. « Excusez-moi, un enfant ?» De la fenêtre de gauche au premier étage. « Tous les matins vers 8 heures, avec une si petite main comme ça, » expliqua Dorothy en agitant sa propre main. « Hier matin et ce matin encore, elle me saluait avec tant d'énergie. Vous élevez un enfant si poli et si sage. » Le cœur d'Emily se mit à battre violemment. « Dorothy, je suis désolé, mais nous n'avons pas d'enfant. » Le sourire de Dorothy se figea. « Quoi ? Mais je l'ai vu, j'en suis certaine, un petit enfant à la fenêtre. »« Nous n'avons pas d'enfant. » La voix d'Emily tremblait. « Oh, mon Dieu ! Mais il y a toujours quelqu'un dans la pièce de gauche au premier étage, » dit Dorothy, l'air confus, en levant les yeux vers le premier étage de la maison d'Emily. Vers 8 heures du matin, et parfois l'après-midi aussi. Une petite ombre debout près de la fenêtre qui me fait signe. Je l'ai vue de nombreuses fois. Emily resta sans voix. La pièce de gauche au premier étage était précisément celle qu'elle avait préparée comme future chambre d'enfant. La même pièce où elle avait entendu des bruits de pas au milieu de la nuit. Peut-être que ma vue me joue des tours, murmura Dorothy, anxieuse. Mais je l'ai vue clairement. Une petite fille aux cheveux bruns. Une fille ? La voix d'Emily n'était plus qu'un souffle. Oui, d'environ 9 ans, je dirais. Une enfant si adorable, toujours debout près de la fenêtre à regarder dehors. Parfois, elle avait l'air seule aussi. La description de Dorothy était étonnamment précise. Emily sentit ses jambes flageoler. Ce n'était ni une hallucination, ni un délire. Dorothy, une tierce personne, témoignait de l'existence d'un enfant avec des descriptions spécifiques. « Dorothy, quand avez-vous vu cet enfant pour la première fois ?» demanda Emily d'une voix tremblante. « Voyons voir. C'était le lendemain matin de votre emménagement, je crois. »
Au début, je me suis dit, quelle bonne nouvelle, la nouvelle famille a un enfant. J'étais ravi. Il y a beaucoup de personnes âgées dans le quartier, alors un enfant animerait un peu les lieux, vous ne trouvez pas? Emily se précipita à l'intérieur et appela Michael. Son mari était en pleine réunion importante à son entreprise, mais il répondit en entendant la voix pressante de sa femme. Michael, rentre tout de suite. Dorothy, la voisine, dit qu'elle a vu un enfant dans la chambre de gauche au premier étage. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Je t'expliquerai les détails à la maison. S'il te plaît, rentre tout de suite. Michael quitta sa réunion et rentra chez lui. Quand il entendit le récit de la conversation d'Emily avec Dorothy, son visage devint blême. Alors, il y a vraiment quelqu'un dans cette maison, dit Michael en se prenant la tête entre les mains. Il pourrait y avoir un intrus qui vit ici. Mais c'est un enfant. Une fille d'environ 9 ans, dit Emily, confuse. Pourquoi un enfant ferait-il ça? Où sont ses parents? Le couple discuta longuement. Devaient-ils appeler la police ou enquêter par eux-mêmes? Finalement, Michael fit une suggestion. Rassemblons d'abord des preuves. Nous allons installer une caméra de surveillance pour confirmer si quelqu'un est vraiment là. Ensuite, nous consulterons la police. Cet après-midi-là, Michael se rendit dans un magasin d'électronique voisin et acheta une petite caméra de surveillance. C'était un modèle capable de filmer la nuit et qui se déclencherait automatiquement au moindre mouvement. Installons-la dans la chambre de gauche au premier étage, dit Michael en tenant la caméra. Si quelqu'un est vraiment là, elle devrait le capturer. Emily regarda son mari avec un mélange d'anxiété et d'appréhension. S'il y a vraiment un enfant, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi est-elle ici? D'où vient-elle? Résolvons ce problème étape par étape, dit Michael en enlaçant les épaules de sa femme. D'abord, il est important de connaître la vérité. Le soir, ils installèrent la caméra dans la chambre de gauche. Ils la placèrent dans un coin discret et ajustèrent l'angle pour qu'elle puisse voir toute la pièce. La caméra était très petite et ne serait pas remarquée à moins de regarder attentivement. L'enregistrement sera automatiquement envoyé à l'application de mon smartphone, expliqua Michael en vérifiant les paramètres. S'il y a le moindre mouvement, nous recevrons une notification immédiatement. Cette nuit-là, Emily et Michael se couchèrent nerveusement. Aucun des deux ne put beaucoup dormir, et ils vérifièrent l'écran de leur smartphone à plusieurs reprises. Juste après 2 heures du matin, le smartphone d'Emily reçut une notification. Le message « Mouvement détecté » apparut, accompagné d'un lien vers la vidéo enregistrée. Emily réveilla Michael, les mains tremblantes. « C'est arrivé. On a reçu une notification. » Les deux retinrent leur souffle en fixant l'écran du smartphone. La vidéo montrait d'abord la pièce vide et silencieuse. Le clair de lune filtrait par la fenêtre, projetant des ombres pâles sur les murs blancs. Puis, soudain, une petite ombre apparut au bord de l'écran. Emily eut le souffle coupé. C'était bien la silhouette d'un enfant. Une petite fille aux cheveux bruns sortit silencieusement d'un coin de la pièce et se dirigea vers la fenêtre. Elle portait des vêtements sales et était pieds nus. La jeune fille se tint près de la fenêtre, regarda dehors et agita sa petite main. C'était exactement la scène dont Dorothy avait été témoin. Il y avait une solitude indescriptible dans ce geste. Incroyable, murmura Michael. Elle est vraiment là. Il y a vraiment un enfant dans cette maison. Dans la vidéo, la fille resta un moment près de la fenêtre, puis retourna dans le coin de la pièce. Elle tendit alors la main vers une petite trappe près du plafond, probablement l'accès au grenier, et disparut. Emily et Michael continuèrent de fixer l'écran en silence. Était-ce la réalité ou un cauchemar? Cependant, la vidéo montrait un fait indéniable. Une mystérieuse fillette de 9 ans vivait dans cette maison et avait fait du grenier son refuge. Demain matin, nous inspecterons le grenier, dit Michael d'une voix tremblante, mais absolument pas seul. Nous nous préparons aussi à contacter la police. Emily hocha la tête, mais des émotions contradictoires tourbillonnaient dans son cœur. Elle ne pouvait chasser de son esprit l'expression solitaire de la jeune fille. Le lendemain matin, Emily regarda à plusieurs reprises la vidéo de la caméra de surveillance. L'image de cette petite fille était gravée dans son esprit et ne la quittait plus. Les vêtements sales, les petits pieds nus, surtout, l'expression de solitude lorsqu'elle se tenait à la fenêtre en faisant un signe de la main. « Cherchons l'entrée du grenier », dit Michael en posant sa tasse de café. Lui non plus n'avait pas dormi de la nuit, mais il s'efforçait désespérément de trouver une solution pratique. Ils se rendirent tous les deux dans la chambre de gauche et commencèrent à examiner le plafond en détail. Ils pressèrent et tapotèrent les panneaux du plafond,
se concentrant sur la zone que la fillette avait touchée dans la vidéo. Finalement, dans un coin reculé de la pièce, ils trouvèrent un panneau de plafond qui bougeait légèrement. « C'est ici. » Michael apporta un escabeau et souleva délicatement le panneau. Il y avait bien une entrée vers le grenier. Une légère odeur de vie se dégageait de l'espace sombre. « Je vais chercher une lampe de poche. » Michael descendit un instant, se prépara, puis monta dans le grenier. Emily le suivit. Le grenier était plus grand qu'il ne l'avait imaginé, assez haut pour qu'un adulte puisse s'y déplacer en se penchant. Lorsque la lampe de poche illumina l'obscurité, un spectacle stupéfiant s'offrit à eux. Dans un coin, une petite couverture était étendue avec une vieille serviette en guise d'oreiller. Autour, des sacs de nourriture vides et des bouteilles en plastique étaient soigneusement disposés. Des sacs de pain, des briques de lait, des bouteilles de jus d'orange. Tous les emballages de la nourriture qui avaient disparu de chez Emily. « C'est comme une petite chambre, » haleta Emily. En cherchant plus loin, ils trouvèrent de petits morceaux de papier. Écrits d'une écriture d'enfant, « Maman, Lily attend ici, alors s'il te plaît, viens me chercher. Je veux rentrer à la maison. » Lily, murmura Michael en regardant le papier. « C'est son nom ?» Les larmes montèrent aux yeux d'Emily. Cet enfant attend sa maman. Mais pourquoi est-elle seule ici? En inspectant davantage le grenier, ils découvrirent un petit interstice dans le mur extérieur. Une ouverture, conçue comme un conduit de ventilation, s'était élargie suffisamment pour qu'un enfant puisse passer. Cela semblait être son entrée et sa sortie. Devrions-nous contacter la police? Emily hésitait. Mais nous ne savons même pas d'où vient cet enfant ni pourquoi elle est là. À ce moment, ils entendirent un petit bruit provenant du fond du grenier. Ils pointèrent la lampe de poche dans cette direction. Là, dans l'ombre, tremblante et recroquevillée dans un coin, une fillette d'environ 9 ans aux cheveux bruns fixait Emily et Michael de ses grands yeux. Elle portait un pull rose sale et un jean déchiré, et elle était pieds nus. Son visage était émacié, montrant des signes évidents de malnutrition. « Bonjour, » dit Emily lentement d'une voix douce. « Nous sommes Emily et Michael. Nous sommes les nouveaux habitants de cette maison. Et toi, comment t'appelles-tu » La fillette ne répondit pas tout de suite, mais finit par murmurer « Lily. »« Lily, quel joli nom !» sourit Emily en essayant de s'approcher lentement. Cependant, Lily se crispa. « C'est ma maison, » dit Lily d'une voix tremblante. « C'est ma chambre. Je reste ici jusqu'à ce que maman vienne me chercher. » Michael et Emily échangèrent un regard. Cet enfant croyait clairement que cette maison était la sienne. « Lily, où est ta maman ?» demanda Emily en s'agenouillant pour être à sa hauteur. « Elle est partie travailler, mais elle va bientôt revenir. Elle m'a dit d'attendre ici. » Les yeux de Lily étaient sur le point de déborder de larmes. « Depuis combien de temps es-tu ici ?» demanda Michael gentiment. « Je ne sais pas, mais ça fait très longtemps. Au début, j'étais dans la chambre en bas, mais quand de nouvelles personnes sont arrivées, je me suis caché ici. » Le cœur d'Emily se serra. Cette enfant était la fille des anciens propriétaires et avait été abandonnée pour une raison quelconque. « As-tu faim ?» demanda Emily. Lily hocha la tête. « Je prenais juste un tout petit peu de nourriture. Je suis désolée. Je ne voulais pas voler, mais j'avais faim. » « Ce n'est rien. Tu n'as pas besoin de t'excuser. » La voix d'Emily se brisa d'émotion. « Viens en bas avec nous, tu vas prendre un vrai repas. » Cependant, Lily secoua la tête. « Non. Et si maman revient et que je ne suis pas là? Je dois rester ici. » Michael appela l'agent immobilier et lui posa des questions détaillées sur les anciens propriétaires. L'information qu'il reçut fut choquante. Les anciens occupants s'étaient enfuis en pleine nuit, acculés par les dettes. Cependant, il n'y avait aucune trace d'un enfant à leur charge. Emily fit des recherches dans les nouvelles locales sur Internet. Elle trouva un article datant de 3 mois. Le titre, « Une mère privée de sa garde pour maltraitance recherche sa fille disparue », attira son attention. En lisant plus loin, elle apprit qu'une fillette de 9 ans nommée Lily Martin avait disparu après avoir été retirée à sa mère violente, avant d'être placée dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance. La mère, sous traitement pour une dépendance à la drogue, avait refusé de renoncer à sa fille et avait finalement perdu sa garde. « C'est ça », dit Emily en montrant l'article à Michael. Lily avait peur d'être envoyée dans un foyer et s'est cachée dans cette maison. Elle doit croire que sa mère reviendra la chercher ici. Michael se prit la tête entre les mains. Alors, cet enfant vit seul ici depuis 3 mois. Ils retournèrent au grenier. Lily était recroquevillée au même endroit. « Lily », dit Emily avec précaution. «
Ta maman est malade et suit un traitement en ce moment, mais elle s'inquiète beaucoup pour toi. Les yeux de Lily s'écarquillèrent. Maman est malade? Est-ce qu'elle veut me voir? Oui, mais pour l'instant, le plus important est que tu sois dans un endroit sûr, expliqua doucement Emily. Descends avec nous, prends un vrai repas, prends un bain. Ensuite, nous parlerons avec des gens qui peuvent t'aider. Lily réfléchit longuement, puis hocha légèrement la tête. J'ai très faim. Emily lui tendit la main. Lily prit timidement cette main. Sa petite main était froide et tremblante. Tous les trois descendirent du grenier et se dirigèrent vers le salon. Emily prépara des sandwichs et de la soupe dans la cuisine tandis que Michael se préparait à contacter les services de protection de l'enfance. Assise sur le canapé du salon, Lily regarda le repas préparé et versa des larmes. « Je peux vraiment manger ça? » « Bien sûr. Mange jusqu'à ce que tu n'aies plus faim, » sourit doucement Emily. Pendant que Lily mangeait, Emily et Michael étaient déchirés par des émotions complexes. Ils savaient qu'ils devaient confier cet enfant aux autorités compétentes. Cependant, en la regardant, elle qui avait survécu seule dans cette maison pendant 3 mois, ils commencèrent à douter que la simple transmission de son cas soit la bonne chose à faire. « Merci, » dit Lily d'une petite voix après avoir fini son repas. « C'était très bon. Mais est-ce que je peux rester ici jusqu'à ce que maman revienne ?» La poitrine d'Emily se serra. Pour cet enfant, cette maison était son seul refuge. Elle comprenait à quel point il serait cruel de lui dire la vérité. Cependant, pour l'avenir de Lily, il était nécessaire qu'elle reçoive une protection adéquate. Cette nuit-là, pour la première fois, Lily ne dormit pas dans le grenier, mais dans un lit de la chambre d'amis. Le lendemain matin, Emily et Michael firent face à une lourde décision. Lily avait dormi paisiblement pour la première fois la nuit précédente, mais le couple n'avait pas fermé l'œil. « Nous devrions contacter les services de protection de l'enfance, n'est-ce pas ?» murmura Emily en regardant par la fenêtre. « Mais si cet enfant est de nouveau envoyé dans un foyer ?» Michael posa sa main sur l'épaule de sa femme. « Emily, nous pensons la même chose, mais nous devons suivre les procédures appropriées. » Dans la matinée, Carol Johnson, une assistante sociale des services de protection de l'enfance, leur rendit visite. C'était une femme douce d'une 50aine d'années. Elle leur expliqua en détail le cas de Lily. Lily est portée disparue depuis 3 mois. Sa mère suit un traitement pour sa toxicomanie et sa garde lui a déjà été retirée, expliqua Carol en consultant des documents. Normalement, nous l'enverrions immédiatement dans un foyer d'accueil, mais... Emily se pencha en avant. Si vous souhaitiez devenir sa famille d'accueil temporaire, c'est une possibilité à envisager. Cependant, cela nécessiterait une sélection et des procédures strictes. Lily était recroquevillée dans un coin du salon, mais en entendant le mot « foyer », elle se mit à trembler. Emily alla vers Lily et la serra doucement dans ses bras. « Tout va bien, Lily. Nous ne t'abandonnerons pas. » À partir de ce jour, Emily et Michael entamèrent les démarches pour obtenir l'agrément de famille d'accueil, participant à des sessions de formation, subissant des inspections de leur domicile et des entretiens avec des psychologues. Ils abordèrent chaque étape avec le plus grand sérieux. Lily commença aussi à ouvrir progressivement son cœur. La fillette qui se cachait initialement derrière Emily se mit à apprécier les puzzles avec Michael et à aider Emily en cuisine. Un jour, Dorothy prépara des biscuits pour Lily et les leur apporta. « Je voyais cet enfant vous faire signe de la fenêtre depuis le début, » dit Dorothy avec un sourire. « Mais j'ai attendu que vous la remarquiez. Je savais que cet enfant avait besoin de vous. » Emily eut les larmes aux yeux. « Merci, Dorothy. Sans vous, nous n'aurions peut-être jamais remarqué Lily. » 2 mois plus tard, Emily et Michael obtinrent officiellement leur agrément de famille d'accueil. Ce jour-là, Lily les appela « maman » et « papa » pour la première fois. Bien qu'il n'ait aucun lien de sang, un lien du cœur s'était indéniablement tissé. Emily décida d'arrêter les traitements pour la fertilité. Lors de sa dernière consultation à la clinique, le médecin fut surpris par le changement dans son expression. « Vous avez l'air si sereine maintenant », sourit le médecin. « Oui, j'ai trouvé ma vraie famille », répondit Emily avec assurance. Pendant ce temps, la mère biologique de Lily avait commencé une nouvelle vie dans un autre état, mais n'arrivait pas à surmonter complètement sa dépendance à la drogue. Sa demande de restitution de garde fut rejetée, et une ordonnance restrictive lui interdisant d'approcher Lily fut émise. Elle continua d'être tourmentée par le vide laissé par la perte de sa fille, mais c'était le résultat du chemin qu'elle avait choisi. 6 mois plus tard, Emily et Michael entamèrent la procédure d'adoption officielle de Lily.
Lors de l'audience finale au tribunal, le juge demanda à Lily, « Lily, veux-tu vivre avec Emily et Michael ?» Lily hocha fermement la tête. « Oui. Ces gens sont ma vraie famille. » Un jour d'automne, Emily regardait Lily faire ses devoirs dans la chambre de gauche au premier étage. Cette pièce était maintenant devenue une vraie chambre d'enfant. Les dessins de Lily étaient affichés sur les murs, et ses livres préférés s'alignaient sur l'étagère. « Maman, regarde, » dit Lily en dessinant. « C'est un dessin de notre famille. » Le dessin les montrait tous les trois se tenant la main et riant. Une lumière chaude se déversait des fenêtres de la maison, et Dorothy était également dessinée dans le jardin. Emily comprit profondément. Une vraie famille ne reposait pas sur les liens du sang, mais sur les liens créés par le besoin, l'amour et la protection mutuelle. Grâce à Lily, elle n'avait pas renoncé à son rêve de devenir mère, elle l'avait réalisé d'une manière différente. À l'heure du dîner, tous les trois s'assirent autour de la table, remplissant l'air de leur rire. Le pressentiment initial d'Emily à propos de cette maison, qu'un jour, la famille s'agrandirait, était devenu réalité d'une manière inattendue.